Kaamelott deuxième volet partie 1 arrive en salle le 22 octobre et même le 21 en avant-première publique. J'ai eu envie de revenir sur la bande-annonce avec une approche moins devinette et détail que pour le teaser, en me concentrant cette fois sur l'ambiance, les attentes et les confirmations que nous avons pour le film. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous proposerai de décrypter les titres de la bande originale, composée bien sûr par Alexandre Astier en personne. Entre les révélations de la bande-annonce et la projection des 33 premières minutes à certains membres de la presse, on a des éléments intéressants à explorer, et contrairement à des vidéos qui sortent pour dire qu'ils ne sentent pas le film, j'ai plutôt envie de faire preuve d'ouverture et d'un optimisme mesuré. Environ 6 mois après les événements du premier film, Arthur squatte chez ses beaux-parents en Carmélide, sans doute autant pour essayer de se débarrasser d'un gendre qui passe son temps au lit avec leur fille Guenièvre que pour le bien du royaume. Léo Dagan et Dame Célie ont organisé une réunion de la table ronde. Comme on le constate dans l'intro de la bande-annonce, cela inquiète Bohort de Gaunes qui a sans doute plus ou moins dû prendre les choses en main avec l'aide toute relative de Gauvin, pendant qu'Arthur restait enfermé dans l'inaction et la peur d'accepter la charge du royaume. Oui, je sais, vous en avez marre de voir le roi Arthur dépressif et inactif, un aspect vu et revu. Alors certes, je suis plutôt d'accord, mais le propos même du film sera, j'en suis convaincu, de résoudre cet aspect en revenant aux sources du traumatisme d'Arthur et en le voyant reprendre les choses en main. S'il refuse de prime abord de se pointer à la table ronde tout en prenant son petit déjeuner en bonnet de nuit, on sait aussi qu'il va changer d'avis et présider la séance, comme on l'a vu dans le teaser et à nouveau dans cette bande-annonce. C'est par l'intermédiaire de plusieurs messages des dieux que la nécessité de se sortir les doigts va s'imposer, mais restera ensuite le plus important, la démarche personnelle du héros réticent. On voit déjà les oghams qui apparaissent gravés par magie sur le mur de la chambre d'Arthur. J'avoue, j'ai essayé de déchiffrer avec un traducteur entre ogham et vers notre alphabet, mais je ne suis arrivé à rien du tout. Et le second intermédiaire du message divin devrait être Conle le fameux, joué par Daniel Mesguich, ce nouvel arrivant vêtu de rouge et qui cherche à parler à Merlin dans la bande-annonce. En effet, on aura un trio de jeteurs de sorts plus ou moins doués avec Elias, Merlin et Conle. En tant qu'enchanteur de Kaamelott, Merlin doit forcément jouer un rôle d'importance auprès d'Arthur, et il est logique que Conle vienne le trouver. Vivienne, la dame du lac, a beau avoir été reniée par les dieux et être devenue mortelle, elle sera aussi à même de comprendre les signes puisqu'elle s'exclame « c'est un message des dieux, c'est sûr », qu'elle lance à Caradoc, qui vient peut-être de voir Merlin partir avec Conle, à moins qu'elle soit en discussion à l'intérieur. On peut espérer que Vivienne aidera Arthur à accepter enfin son destin, ce serait pour elle la plus belle des rédemptions, si ce n'est également de contrer Méléagant qui incarne cette malédiction des dieux contre le roi. Sans gros spoiler, il semblerait suite à la projection des 33 premières minutes qu'on aura bien une explication dans la diégèse de Kaamelott quant à l'absence de Perceval. On ne peut que croiser les doigts pour qu'il puisse revenir dans le troisième et dernier volet, sachant que son absence devra nécessairement couvrir aussi la partie 2 de ce deuxième volet, dont le tournage est terminé depuis un moment. Si vous vous demandez qui accompagne Caradoc et dit l'aventure, c'est pas à la va-vite, il s'agit de Collègue, celui qui courtisait Guenièvre prisonnière, avant de laisser tomber l'affaire, puisque grimper à la tour c'était trop difficile. Ils formeront un quatuor de quête avec Viviane et l'aubergiste. C'est cette dynamique de quête qui me laisse le plus optimiste pour ce film. On est dans une approche proactive plutôt que dans la réaction à la tyrannie de Lancelot, et on devrait viser un équilibre entre un enjeu épique et des dynamiques comiques en petits groupes d'aventuriers. Visuellement, on sent l'ambition avec une expression presque élémentaire, avec le feu de cette créature qui semble s'extirper de la tour en ruine, mais aussi celui du brasero de la scène de Virginie Ledoyen qui reprend le rôle d'Anna de Tintagel, l'eau avec des plans de mer, une cascade et même la glace avec le tournage en Islande, et le nouveau personnage nommé Varesnota, l'air avec le spectre géant de fumée du roi Ban, et la terre avec les plans de forêt, ou encore de champs de blé. Justement, dans cette scène du champ de blé, on a l'idée d'une aube qui se lève d'un combat entre la lumière et l'obscurité, bien sûr, puis l'appel à l'aventure est décrit d'une manière bien spécifique par le monologue d'Arthur. Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure? Est-ce que les rois risqueront de n'être soudain plus personne? Voilà qui laisse présager une égalité de tous face à la quête, quel que soit le rang, mais aussi potentiellement un aboutissement qui serait pour Arthur de perdre définitivement son titre, voire d'espérer s'en voir débarrasser. De fouler les collines et les prairies nouvelles, c'est là une ode à la découverte, à la beauté du voyage dans un monde dont tous les recoins sont loin d'être connus et moins encore domestiqués, d'où surgiront les adversaires, puisque qui dit quête dit défi et adversité à vaincre. Et les alliés nouveaux, car ces groupes pourraient faire aussi la rencontre de personnages partageant l'idéal de Kaamelott, comme par exemple Varesnota, la femme dans le paysage de glace, qui me semble bénéfique,
Seront-ils des chevaliers? Il parle ici, je pense, à la fois des adversaires et des alliés, ce qui laisse supposer que les chevaliers se rallieront à la fois à Arthur, mais aussi contre lui. Ici, difficile de ne pas penser à nouveau, puisque je l'évoquais déjà dans mon analyse du teaser, de penser à la révélation et montée en puissance d'un hypothétique Mordred, le fils caché d'Arthur et de sa demi-sœur Anna de Tintagel. Mordred qui est bien sûr chevalier dans la légende arthurienne, et qui est rejoint par d'autres qui souhaitent la fin d'Arthur Pendragon. Ce n'est pas pour rien si Anna est la première qu'on voit à l'écran quand retentit le mot adversaire. Cette phrase d'Arthur qui réunit des ingrédients essentiels de l'aventure est là pour promettre au public un film qui embrasse pleinement cette ambition d'une fresque et d'un spectacle de fantasy, tout en n'oubliant pas le décalage propre à Kaamelott avec cette humanité et ce manque général de compétences qui fait tout le sel de ces personnages. La phrase d'Arthur se termine néanmoins avec « à vous de me dire », c'est dans la diégèse un appel aux membres de la table ronde de s'approprier pleinement l'esprit de la quête et au travers lui celui de Kaamelott. Ce n'est plus sans doute le Graal qui est directement recherché, mais plutôt la valeur et le rapport au monde de chacun d'entre eux. C'est aussi sans doute un clin d'œil aux téléspectateurs qui s'engagent dans un film comme dans une aventure et en retirent chacun quelque chose d'un peu, voire de drastiquement différent. C'est un appel et le choix est le nôtre d'y répondre en allant dans les salles, de continuer de permettre à Astier de donner vie à sa vision, car sans un nombre d'entrées suffisant, le volet 3 ne sera pas forcément garanti, ou du moins dans des proportions de budget très variables. Un petit mot de plus sur la forêt dont j'apprécie les quelques plans qui nous sont proposés. La forêt est toujours synonyme d'aventure, bien sûr, en fantasy. On a vraiment la preuve de tournage dans des sites naturels magnifiques qui sont indissociables pour moi de l'appel de l'aventure en fantasy. La colorimétrie me flatte la rétine, et pour ce qui est de la musique, on sait qu'on peut compter sur les compositions d'Alexandre Astier. J'y reviens comme promis en fin de vidéo. Quant au jeu du qui est qui, d'associer chaque visage à chaque nom de personnage et d'acteur, je vous renvoie plutôt à mon analyse du teaser dans laquelle l'essentiel était exact. Je préfère revenir ici sur certaines scènes, à commencer par Arthur en bonnet de nuit qui convoque le jurisconsulte qu'il a sans doute sorti de sa prison. Reste à savoir pourquoi il le convoque, peut-être pour lui poser une question relative au droit ou au registre, voire au plan de Lancelot durant ses 10 ans de règne. Et ensuite, sachant qu'on avait vu dans le teaser Arthur replanter l'épée, on le retrouve ici toujours en bonnet de nuit, qui voit toute la puissance d'Excalibur crépiter sur sa lame, comme si elle sentait en lui la renaissance de quelque chose. La flamme de magie bleue qui précède l'apparition de la patte incandescente sortant de la tour en ruine laisse supposer une sorte d'incantation, de transformation, d'invocation. Je me fais peut-être un film avant de l'avoir vu, mais je me demande s'il s'agit d'une créature invoquée, ou alors carrément d'une transformation de Lancelot en créature, mais je penche plutôt pour l'invocation. La bande-annonce prend bien soin de n'absolument rien nous révéler de Méléagant, si ce n'est de nous montrer clairement son visage. La colorimétrie comparable pourrait laisser supposer qu'il est avec Lancelot, peut-être même qu'il voit l'apparition du spectre de Ban. Ce serait logique et on doit forcément avoir au moins un échange entre Lancelot et Méléagant, puisque le premier est l'instrument du second. Seul et sans armée, Lancelot pourra peut-être compter sur une sombre magie pour sa vengeance. On se doute que cette première partie de volet 2 mettra en place une forte adversité, même si le pire pourrait être développé dans la seconde partie qui sortira en novembre 2026, sachant qu'Alexandre Astier compare ce deuxième volet, à l'Empire contre-attaque pour Star Wars. Comparaison qui nous promet certes que les choses vont mal tourner pour un temps au moins, mais qui renforce d'autant plus l'idée d'un moment de type « Arthur, je suis ton fils », pour jouer le contrepoint avec le « non, je suis ton père ». Avant d'enterrer le film, de proclamer qu'on le sent mal, j'ai envie de dire « tout doux les foufous ». Au passage, on a comme l'impression qu'Alexandre Astier se retient de rire sur la fin de cette réplique. Les premiers retours sur les 33 premières minutes, c'était plutôt positif, ce qui n'est pas rien. Évidemment, libre à chacun d'aborder cette proposition avec scepticisme, mais je préfère y voir de bons signes pour ma part. On ne peut pas non plus s'attendre à un mélange parfait entre les sommets du Seigneur des Anneaux et le meilleur du meilleur des répliques de la version sketch de la série Kaamelott, mais bon, avec des attentes adaptées à ce qu'il est humainement possible de proposer dans du Kaamelott entre épopée et humour, j'ose croire à la bonne surprise, et je verrai bien évidemment ce film en salle. L'inverse me semblerait un peu mou du genou pour de la fantasy française en 3 films, ça se soutient quand même. L'intérêt d'avoir ce volet en 2 parties, c'est aussi de donner du temps d'écran à tous les personnages les plus attendus sans avoir à les mettre tous dans cette première fournée. Dans mon analyse du teaser, j'avais déjà souligné qui apparaîtrait uniquement dans la partie 2, mais je peux vous citer notamment Orsa, joué par Sting, Lord Dorcani, joué par François Rollin, Dame évanouie, joué par Caroline Ferrus, Fergus, joué par Alban Lenoir, ou encore Yvain, joué par Simon Astier, du beau monde qu'il fera bon de retrouver dans un an pour la suite et fin de ce volet. Je termine par le plus important pour Astier, avec les dialogues sans doute, à savoir la musique. On a le titre des 22 morceaux composés pour ce film.
Le premier se nomme Malédiction et on suppose que c'est celle des dieux pesant toujours sur Arthur, ou du moins sur Camelot. On a ensuite Rêve sous l'eau qui pourrait correspondre à une séquence de sous-marins dont on a vaguement entendu parler en promotion, ou plus simplement de pensées d'Arthur dans son bain, en rappel de la scène de Lancelot qu'il avait retrouvé exsangue dans son bac, je ne sais pas. Excalibur au placard semble relativement explicite, surtout si le placard en question ressemble à un gros rocher. Réouverture après travaux pourrait laisser entendre qu'il s'agit de la table ronde, mais je pense plutôt à l'auberge, d'autant que vient ensuite le titre Comble le fameux, qui se pointe justement à l'auberge et semi-croustillant pour y trouver Merlin. La prophétie est un nom prometteur, mais s'agit-il d'une prophétie rapportée par le fameux Comble ou d'autre chose? Un rapport avec la descendance d'Arthur et la chute de Camelot, peut-être. Lancelot le Nul nous promet un grand moment de solitude avec l'introspection du chevalier Oni et l'apparition de Ban, peut-être. Marche vers la Carmélide me laisse plus perplexe, à moins qu'il ne s'agisse du voyage de Bort pour aboutir à la scène qui démarre cette bande-annonce. Toutefois, cela ne me semble pas vraiment collé, alors qui donc pourrait marcher vers la Carmélide? Vous me direz ça en commentaire. Arthur à la table ronde, puis le discours d'Arthur se passe de commentaires. Ensuite, on a la venue de Méléagant qui pourrait signaler les retrouvailles chaleureuses avec Lancelot, avec des bons gros bécots et des tapes dans le dos à n'en pas douter. Brontophobie correspond à la peur des orages et autres phénomènes météorologiques, un moment de bravoure à n'en pas douter. L'aube des départs devrait marquer les groupes partant en quête et correspond peut-être à cette scène d'aube sur le champ de blé. Le morceau qui s'appelle Les fondations de Camelot laisse supposer une éventuelle mission de Merlin et compagnie pour comprendre ou trouver quelque chose sous les ruines de Camelot, sachant que la bande-annonce nous montre Merlin avec un équipement qui ressemble à de l'exploration souterraine. La forteresse d'Orcanie devrait nous donner un aperçu des manigances d'Anna de Tintagel, qui est reine d'Orcanie bien sûr. Quant au lac gelé, ce morceau correspond à coup sûr à la scène de rencontre avec Varese joué par Lindan Pham. Les colonnes d'Hercule, voilà un titre qui promet du voyage du côté du détroit de Gibraltar, avec le groupe de la Dame du Lac, Caradoc, l'aubergiste et collègues, une ambiance qui va avec celle du titre Portus Albus, ville romaine correspondant à l'emplacement d'Algésiras, tout au sud de l'Espagne. Le titre Sabernoc me laisse totalement sans indice, même si j'y devine un éventuel nom de créature inspiré de Jabberwock. Je suis influencé par le titre suivant, Démon contre démoniste, qui pourrait laisser supposer la nature démoniaque de la création, dont on devine la patte dans la bande-annonce, ce qui conforte l'idée d'une invocation plutôt que d'une transformation. Rêve commun semble porter les valeurs de Camelot, les valeurs communes de la table ronde, mais il y aura peut-être là une signification plus intime et personnelle pour Arthur. Voilà de quoi renforcer la curiosité et l'envie de répondre à cet appel à l'aventure sans même être obligé de boire du banga, ce qui est une référence datée, j'en ai conscience, mais tant pis. Allez hop, on se retrouve vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, tout doux les foufous.